Produit par Binge Audio. Figure mythique de la télévision, Denis Brognard nous fait vibrer depuis près de 20 ans en présentant Koh-Lanta. Sur Twitter, son lien devient direct avec les téléspectateurs. Se crée alors une relation particulière pour cet homme qui vit une vie à 1000 à l'heure. Ah, et si vous vous demandez, oui, il est exactement pareil à la télé qu'en vrai. Je crois que je suis dans ma vie professionnelle comme dans ma vie perso, c'est-à-dire que je ne joue jamais de rôle. Je dis toujours que ça va être fatigant, les gens qui mettent leur masque quand ils sortent. Non, attends, je suis une personnalité, il faut que je mette un masque, je suis plus le même. Moi, que je sois à la télé, que je sois dans l'écriture, que je sois chez moi, que je sois avec des potes ou que je sois avec des gens que je connais pas, c'est ma personnalité, elle plaît pas. Il y a des gens que je dois fatiguer, tant pis, c'est pas grave. On n'est pas fait pour être aimé par tout le monde et dès l'instant où on a compris ça, on est beaucoup plus heureux. Sur Twitter, justement, quand on regarde votre compte, on voit que vous réagissez beaucoup aux émissions en direct. Pendant qu'elles sont diffusées, ça veut dire que c'est vous qui les regardez et vous tweetez en même temps ? 100% de ce qui est écrit sous mon nom sur Twitter vient de moi. Personne n'écrit à ma place, jamais. Donc évidemment, le vendredi soir, quand je suis là, j'aime bien, je vous dis, partager, participer, parce que c'est un lien direct avec le téléspectateur. Et je pense que c'est aussi ce que j'appelle, moi, le service après-vente. C'est important de pouvoir avoir cette relation directe. Mon métier ne s'arrête pas au tournage. Je suis le porte-parole de cette émission. Je suis le porte-parole des émissions que j'incarne, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour le téléspectateur, je suis la personne identifiée. Donc quand il s'agit de parler des bonnes audiences, c'est moi. Mais quand il s'agit aussi d'évoquer le drame que nous avons tous vécu avec le décès de Bertrand Camel, candidat de cette dernière saison, c'est pareil. Bon, il se trouve que là, il y avait en plus une relation affective très forte, mais indépendamment de ça, c'est mon métier. Ça fait partie de mon rôle global que de représenter l'émission en toutes circonstances. Je sais pas si tu avais vu... J'avais pendant un petit moment aussi posté des photos, et sur les tournages je le fais souvent, et que j'appelle mon bureau du jour ou pour le plaisir des yeux. Parce que je sais que j'ai beaucoup de chance. Et je suis pas là pour rendre les gens jaloux. Je suis là pour leur donner envie de s'évader, comme sur Koh-Lanta. Quand je mets une belle photo sur Twitter, ça a un peu la même vertu que Koh-Lanta, c'est-à-dire de permettre aux gens, à travers cette photo, de s'évader un peu. D'ailleurs, je le vois, les gens me disent souvent merci, ça nous fait du bien, à Paris il fait un temps dégueulasse, et moi je suis au bout du monde, il fait un temps superbe, où on est dans un endroit magnifique, et ça donne peut-être aussi des envies de voyage. À ce titre-là, je pense qu'il faut donner un peu de soi-même, mais vous me verrez pas avec mes enfants ou ma femme ou des amis. C'est un truc... faut savoir où mettre le curseur, et on n'a pas tous le même curseur. Moi, le mien, il est là. Et ça a été compliqué à trouver ton curseur ? Non. Mais encore une fois, c'est pas compliqué parce que moi, je crois que j'avais déjà acquis une forme de maturité au moment où les réseaux sociaux ont commencé. Moi, tout ça est arrivé, j'avais 35 ans passés, donc... Mais c'est pareil que quand on commence à gagner beaucoup d'argent à 20 ans, c'est plus difficile à gérer que quand on le fait à 30 ans. Tout est plus compliqué quand on est plus jeune et qu'on manque de discernement et de recul. Je me pose... C'est marrant parce que cette question que tu me poses, je me la suis jamais posée. Est-ce que c'est compliqué ? Mais non, c'est pas compliqué. Non, vraiment. Tant mieux. Ouais. Sur Koh-Lanta, vous êtes arbitre. Souvent, donc, vous expliquez les épreuves. Et j'ai vu un tweet récemment qui m'a fait beaucoup rire, d'une personne qui disait « Moi, j'aurais peur de rater Koh-Lanta juste parce que je ne comprends pas parfois quand Denis Brognard explique les épreuves. Ouais. » Comment ça se passe ? Ça me fait toujours rire quand on me dit ça, parce que évidemment, quand tu es en train de préparer une pizza, que tu es en train de coucher tes enfants et que tu as le bruit de la radio de ton fils ou de la douche de ton mari, pour comprendre bien les règles de Koh-Lanta, il faut être très attentif. Et quand on est devant la télévision, heureusement, on n'a pas forcément une attention de tous les instants par rapport à ce que je peux dire. Mais je voudrais rassurer cette personne. Quand une épreuve a lieu sur Koh-Lanta, je l'explique pour la télévision, et nous avons un producteur des jeux qui donne des règles subsidiaires, qui donne des informations supplémentaires pour que tous les aventuriers, avant de prendre le départ, connaissent évidemment sur le bout des doigts les règles. Alors ensuite, vous savez, quand vous êtes à l'école, il y a des gens qui ne comprennent pas, donc ça arrive, il y a des gens qui ne comprennent pas.
Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux qui vous amusent ? Alors, il y a des questions qui reviennent souvent, mais comment font les filles avec l'épilation ? Mais est-ce qu'il y a du papier toilette ? Mais est-ce qu'il y a des brosses à dents ? Il n'y a rien. Donc, comme ça, on est au courant très rapidement. Mais ouais, j'aime bien les réactions qui sont souvent épidermiques des téléspectateurs par rapport aux candidats. Et je dis toujours, Koh-Lanta, c'est une photographie de la vraie vie. Mais c'est aussi un programme formidable pour l'identification. C'est-à-dire que les gens s'identifient aux candidats de Koh-Lanta. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment moins. Et on retrouve ça dans les réactions. Quand quelqu'un gagne, c'est formidable. Mais quand quelqu'un fait un peu de stratégie en étant un tout petit peu fourbe, là, levé de bouclier. Donc voilà, ça m'amuse. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, j'accepte tout. Les critiques, évidemment, même celles me concernant, quand c'est fait avec tact et avec élégance, c'est-à-dire avec des mots choisis. Dès l'instant qu'il y a une insulte ou des mots qui sont d'un langage trop familier, moi je préfère bloquer et évidemment je ne réponds pas. Est-ce que ça vous arrive en tant que présentateur de juger, j'ai envie de dire, les candidats quand ils ont des comportements que vous trouvez déplacés ? Il est impossible quand on est un humain de ne pas juger. Maintenant, l'expérience qui est la mienne et mon devoir sont de juger en mon fort intérieur. Rendre mes sentiments, mes réactions les plus hermétiques possibles face à ces aventuriers, parce qu'encore une fois, je me considère beaucoup plus comme un arbitre. Et le but du jeu, c'est de les laisser et de ne donner aucun indice à qui que ce soit sur ce que je peux ressentir. Mais évidemment, je ne suis insensible à rien et il y a des gens qui me ressemblent plus, il y a des gens dont je préfère le comportement à d'autres. Mais encore une fois, je crois que je garde vraiment une distance absolue pour que personne ne puisse s'en rendre compte. J'aurais pas eu envie d'être un naufragé, parce que personne ne peut avoir envie d'être un véritable naufragé, mais j'aimerais savoir comment je pourrais réagir. Maintenant, être un naufragé de Koh-Lanta, oui, c'est la seule émission pour laquelle j'aurais pu m'inscrire au casting, toutes chaînes confondues. Est-ce que parfois tu as l'impression que Koh-Lanta te colle un peu trop à la peau et tu aimerais qu'on parle d'autres projets que tu fais ? Non, parce que c'est la rançon de la gloire. Koh-Lanta est un programme incroyablement populaire depuis pratiquement 20 ans. J'ai la chance de le présenter depuis 19 ans. C'est normal. Alors de temps en temps, ce qui m'agace, c'est quand on me dit « Dis-moi Denis, pourquoi tu présentes une émission de foot ? T'es pas journaliste de sport ?» Bon, les gens ne sont pas censés savoir, surtout ceux qui ont 20 ans, puisque c'était il y a plus de 30 ans, que ma formation de base, c'est journaliste, et je le suis, et je le reste, et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours, et que mes premières fonctions, que ce soit à la radio ou à la télévision, c'était journaliste de sport. C'est pas bien grave. Moi, je sais dans ma tête que je suis foncièrement journaliste, et que les compétences qu'on m'a reconnues comme journaliste de sport, ce sont les mêmes que j'utilise sur les programmes de divertissement. Comment se passaient les contacts avec les téléspectateurs avant l'arrivée des réseaux sociaux ? Tu sais, les contacts, ils étaient très très simples. Soit c'était des lettres qui arrivaient ici, avec 90% des demandes, c'était des autographes, une photo dédicacée. Soit c'était via les journaux, télé, les magazines, les interviews qu'on pouvait donner pour le lancement d'une émission, de manière régulière dans l'année. Et puis dans la rue. La popularité, elle vient de ce lien direct aussi. Je crois que quand on accepte ce métier, quand on aime faire ce métier de personnage public, de présentateur journaliste, ce qui est mon cas, on se doit d'avoir ce relationnel avec les gens. Quand je rencontre des gens, la première chose qu'ils me disent, c'est « Oh, qu'est-ce que vous êtes grand !» Et là, moi, je réponds invariablement, parce que je n'ai pas d'autre réponse et que je ne sais pas quoi dire autrement. C'est normal, je suis en pleine croissance. Ça fait 20 ans que je dis ça. Et puis ensuite, on me dit « Est-ce que vous pouvez faire le A ?» Et puis pour terminer, on me dit « Denis, ma sentence est irrévocable. » Ok, voilà. Donc voilà, généralement, le dialogue que je peux avoir avec les gens. En parlant de tout ça, sur Twitter, tu es devenu un mème avec le A. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose dont tu te rendais compte avant ? Mais pas du tout. Mais c'est drôle parce qu'en plus, ce A, c'est pas du tout un gimmick. C'est devenu un gimmick. C'est-à-dire que c'est ce jeune mec qui a créé ce clip qui m'a fait dire ensuite le A. Parce qu'on a tous des tics de langage. Encore plus quand notre métier, c'est de s'exprimer en public. Mais le A, je l'avais pas. Je dis beaucoup plus souvent « j'ai envie de vous dire » ou tout ça. Et d'ailleurs, quand j'ai ça dans la tête, mais j'ai envie de vous dire, si tu as envie de le dire, dis-le plutôt que de dire « j'ai envie de vous dire ». Mais le A, je l'avais pas. Donc maintenant, je le rajoute dans mes voix off, je le rajoute même dans les plateaux. Tiens, le A.
J'essaye de pas quand même en faire quelque chose de trop répétitif parce que je pense que ça agacerait au bout d'un moment, mais ça m'a totalement dépassé. Tu vois, je te disais que je contrôlais beaucoup de choses, je maîtrisais beaucoup de choses à défaut de les contrôler. Mais là, ce fameux A, ça m'a fait marrer au départ. Mais j'aurais jamais pensé que des millions, des dizaines de millions de personnes auraient ça dans la tête. C'est un peu particulier quand je vois certaines voitures avec des gamins qui viennent d'avoir le permis, au lieu d'avoir le A, ils ont ma tête avec A écrit AH avec un point d'exclamation. Voilà, c'est rigolo. C'est ça aussi, je crois, la popularité d'un programme. Voilà, et j'en profite. Est-ce que c'est beaucoup de pression donc, d'être une personnalité publique sur les réseaux sociaux ? Non, c'est pas beaucoup de pression. Faut savoir... alors je dis ça, je pense que si j'avais été une personnalité publique à 20 ans, ça aurait été plus compliqué parce que maintenant j'ai de la bouteille, j'ai le cuir un peu tanné. Et puis encore une fois, moi, dès l'instant qu'il y a trop de pression ou dès l'instant que ça me dérange, je coupe. Donc c'est pas plus compliqué. C'est pour ça que j'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que je n'en prends que le positif. Dès que c'est négatif, dès que ça ne me convient pas, je bloque. C'est assez simple. Et puis, je dois te dire quand même que je ne lis pas tout, je ne regarde pas tout et qu'il y a plein de choses qui m'échappent. Et c'est ça. En gros, je veux être maître de l'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui viennent à moi, c'est moi qui vais aux réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est le gage d'une relation normale avec cet outil qui est formidable, mais qui, encore une fois, peut devenir très envahissant, voire, pour certains, et je le dis souvent à mes enfants, trop envahissant. Pendant le confinement, il y a SoFoot qui a commencé à noter les candidats de Koh-Lanta et ils ont continué. J'ai vu que tu as retweeté un de leurs messages récemment. Est-ce que tu penses que Koh-Lanta, c'est du sport ? Je pense que Koh-Lanta, quelque part, à travers les épreuves et les performances des uns et des autres, ça fait partie d'une activité sportive et c'est une compétition. Donc oui, on peut considérer que c'est du sport. Et moi, j'adore le parti pris de SoFoot. Et je trouve génial que SoFoot ait réussi à se réinventer un petit peu en l'absence de compétition sportive, en particulier en matière de football, pendant le confinement. Et souvent, il y a beaucoup d'humour. Souvent, je suis assez d'accord avec leurs analyses. C'est pour ça que le samedi matin, c'est l'une de mes premières activités que de regarder les notes de SoFoot. Et je pense que je suis comme les joueurs de foot et je regarde aussi ma note. Tu vois, alors, ils sont plutôt sympas avec moi. Donc voilà, j'ai eu 9 la semaine dernière. J'étais super content. Mais ça me fait tellement rire. Ça me fait vraiment rire. Je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Mais de toute façon, tout ce groupe de presse est un groupe que je suis. Je n'ai pas attendu ce moment-là pour lire SoFoot. Moi, je suis un adepte. Je suis un adepte de Society, de SoFoot. C'est l'actualité, le sport raconté différemment. Et moi, ça me plaît. Là, avec le confinement cette année, il y a eu 6 mois quasiment sans tournage, si j'ai bien compris. J'ai cru entendre que tu avais écrit un livre. Est-ce que tu veux un peu en parler ? Tu sais, je suis un hyperactif. J'ai beaucoup d'activités dans l'année. Et là, on m'a dit que ça va durer au moins 1 mois. En fait, ça a duré plus de 2 mois. J'avais peur de m'ennuyer un peu. Donc, ça fait plusieurs années que j'avais ce projet d'écrire un livre, mais que je ne m'étais jamais lancé. Je me trouvais toujours de bonnes excuses pour reporter ça au lendemain. Et là, dès le premier jour du confinement, je me suis dit, ce livre que j'ai envie d'écrire, je vais commencer à me documenter, puis je vais l'écrire. J'ai mis un peu plus de 3 mois à l'écrire en travaillant beaucoup la nuit notamment, pour écrire mon premier récit, roman-récit, puisque c'est en fait l'histoire d'un militaire blessé psychique que j'ai décidé de romancer. J'ai l'impression que tu fais tout le temps plein de choses. Est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter ? C'est pas souvent. Mais non, je reconnais, je suis un hyperactif, j'aime faire plein de choses. Je suis un angoissé, j'ai peur de m'ennuyer. Et puis je me dis que de toute façon, la vie est courte et puis qu'il me faudrait 2 journées en une pour pouvoir faire tout ce que je veux. Là, ce matin, je me disais, mais il y a tas de trucs à faire, plein de trucs que j'ai pas fait dans mon bureau, plein de trucs que j'ai pas fait chez moi. On peut pas tout faire, mais j'aime bien avoir une vie effectivement réglée. Le côté tiens, je me lève à 11h, j'en branle pas une jusqu'à 13h et puis l'après-midi je glande, je sais pas faire ça. J'ai entendu que l'écriture d'un roman c'était un rêve qui donc est réalisé. Est-ce que tu as d'autres rêves ? Ouais, j'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves. J'ai le rêve qu'on soit capable d'avoir suffisamment d'argent pour bien mieux soigner le cancer que ce qu'on fait en ce moment, de mettre plus de moyens et d'énergie encore dans la recherche pour qu'on ne soigne pas 1 cancer sur 2, mais 2 sur 3, ce qui est quand même l'objectif
à échéance de 4-5 ans maintenant. J'ai le rêve plus personnel et plus égoïste de traverser l'Atlantique à la voile. J'ai le rêve aussi, un jour, je l'espère, de gravir un 8000 à pied. J'ai le rêve de voir mes enfants grandir et s'épanouir et avoir la même chance que la mienne, c'est-à-dire de pouvoir exercer un métier passion pour lequel ils se lèvent tous les matins avec enthousiasme. Voilà, des rêves, j'en ai plein. Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, un féru de cartographie raconte comment sa passion l'a amené à trouver un métier, mais aussi une belle audience sur Twitter. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous!